Le Dynamic Range ou plage dynamique DR Auto 100, 200, 400, fonction obscure et très technique qui se trouve dans les boîtiers Fuji. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce vraiment utile? On y répond juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait pour le compte Instagram EKS Création. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce que je fais sur mon compte Instagram EKS Création. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo ou même un lien cliquable sur la couverture de cette chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, justement, à quoi sert-elle? Eh bien, je vous partage ma passion et mes petits trucs et astuces en photographie en général et en photographie de portrait en particulier. Et je vous parle également de matériel photo en général et de matériel photo Fujifilm en particulier. Aujourd'hui, on va parler du Dynamic Range ou plage dynamique. C'est une fonction qui existe dans les boîtiers Fujifilm depuis déjà plusieurs années, mais qu'on utilise mal ou pas du tout, ou même parfois qu'on utilise sans le savoir. Je vais en fait faire cette vidéo pour répondre à plusieurs commentaires que j'ai reçus. En effet, j'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos sur les réglages de mes boîtiers X-T2 et X-T3. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes possesseur ou futur possesseur de ces boîtiers, d'aller voir ces vidéos. Je vous explique les différents réglages que j'applique sur le X-T2 et le X-T3. Vous trouverez les liens ici au-dessus de moi. Et donc, je réponds à des commentaires de plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais tiens, Karim, pourquoi tu demandes, ou en tout cas tu conseilles aux gens de laisser sur DR100 et de ne surtout pas mettre DR Auto ou DR200 ou DR400 ?» C'est vrai que j'ai été assez catégorique, je ne suis pas le seul. Vous pouvez aller voir plusieurs vidéos sur le sujet sur YouTube et vous verrez que la plupart des youtubeurs qui traitent de Fujifilm vont vous déconseiller d'utiliser cette fonction, ou alors on l'utilise vraiment dans des cas particuliers. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous conseille de rester sur DR100, mais pour vous expliquer pourquoi ne pas utiliser le DR Auto 200 ou 400, il vaut mieux d'abord vous expliquer ce que c'est cette fonction. Les ingénieurs de chez Fujifilm ont décidé de mettre une fonction plage dynamique dans leur boîtier, ce qui permet en fait au boîtier d'aller chercher des informations sur les hautes ou basses lumières. En effet, quand on fait une photo, parfois, on peut avoir des hautes lumières un peu trop brûlées ou des basses lumières, des ombres un peu trop bouchées. Et en fait, en montant en plage dynamique, 200 ou 400, si on prend que la base et le 100, si on prend 200 ou 400, en fait, l'appareil de façon électronique et de façon logicielle, c'est important, va aller rechercher des informations dans les noirs pour les déboucher et va aller rechercher l'information dans les hautes lumières pour récupérer du détail. Mais attention, elle le fait de façon logicielle. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de continuer à le faire sur votre logiciel de post-traitement, donc de faire la photo en DR100 et puis d'aller rechercher ces informations vous-même si vous shootez en RAW. Je pense que la fonction de plage dynamique 200 ou 400 est intéressante pour les gens qui shootent en JPEG et qui n'ont pas envie de se prendre la tête s'ils font des photos dans des conditions de lumière difficiles où il y a beaucoup de contraste haute et basse lumière et beaucoup d'ombre. Oui, à ce moment-là, ça peut être intéressant. En fait, l'appareil, quand on va monter en plage dynamique, va donc en gros baisser l'exposition de 1 ou 2 stops selon que vous soyez en 200 ou en 400, ce qui fait qu'on va aller évidemment rechercher des informations dans les hautes lumières et pour les basses lumières qui risquent d'être trop sombres voire bouchées, ce que l'appareil va faire, c'est qu'il va remonter électroniquement les ISO sur les basses lumières pour aller rechercher de l'information dans les ombres. Et donc on risque d'avoir une photo qui est détériorée puisqu'on a une montée en ISO. En tout cas, une montée logicielle en ISO. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous propose de vous montrer l'effet que ça a sur une même photo avec le DR100, 200 ou 400. On se retrouve maintenant sur le PC. On se retrouve devant le PC, ou plutôt le Microsoft Surface Studio. Je préfère le préciser, pas du tout pour faire de la pub, mais parce que dans d'autres vidéos où on apercevait la machine, on me demandait « Tiens, qu'est-ce que tu utilises comme PC? Il est assez particulier, etc. » C'est vrai que sa forme peut être liée. C'est le Microsoft Surface Studio. J'ai d'ailleurs plusieurs PC de la gamme Surface de chez Microsoft. J'en dirai pas plus puisque c'est le sujet d'une vidéo à venir où je vous expliquerai pourquoi moi, en tant que photographe, j'ai switché de Apple à Microsoft.
c'est le chemin inverse presque, et donc c'est une vidéo qui peut être intéressante. Donc voilà, petite parenthèse fermée, on se retrouve sur Lightroom où j'ouvre une deuxième parenthèse pour répondre encore à d'autres commentaires. Oui, je suis toujours sur Lightroom, je garde la suite Adobe alors que je suis un utilisateur Fuji. On m'a souvent dit en commentaire de mes vidéos, Karim, tu devrais passer sur Capture One par exemple, les RAW Fuji sont beaucoup mieux traités et ça corrige pas mal de soucis que tu as avec Lightroom et que tu soulignes dans tes vidéos. C'est certainement vrai, je ne dis pas. Maintenant Lightroom s'améliore de mise à jour en mise à jour et maintenant j'ai plus grand chose vraiment à dire ou de grief sur le traitement des RAW Fuji. C'est peut-être encore un petit peu moins bon que sur les autres, mais franchement ils ont rattrapé une bonne partie de leur retard. Et la suite Adobe, je la connais bien, je connais bien les outils. Et ils m'ont apporté pas mal de satisfaction durant toute ma carrière de photographe. Ils m'en apporteront encore. Ils s'améliorent de mise à jour en mise à jour. Donc, j'ai pas eu de fois la girouette parce que pendant 2 ans, un tel est meilleur sur Fuji. Hop, je prends une licence chez un tel. Et puis, Adobe redevient meilleur et je reprends Adobe et ainsi de suite. Voilà. Donc, je reste sur ma suite qui, pour le moment, en tout cas, arrive à me donner un résultat pro et mes clients sont contents. Donc, c'est le principal. Deuxième parenthèse fermée. On retourne donc ici sur Lightroom. Ici, on a donc un JPEG en DR100, vous verrez un JPEG en DR200, vous verrez un JPEG en DR400. Le JPEG, là on va vraiment voir ce qu'est le dynamic range et les différents modes, puisque le JPEG il a été interprété par le boîtier et donc il a été interprété correctement normalement. Le désavantage du JPEG, c'est que par contre après on ne saura plus beaucoup y toucher puisqu'il est compressé comme vous le savez. Donc j'ai pris également les mêmes photos en RAW. On verra comment un logiciel comme Lightroom interprète le RAW avec d'autres plages dynamiques que le 100, donc le 200 et le 400. On verra que ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a un troisième format, encore une fois avec la même photo. Là, on en parlera tout à l'heure, c'est un peu plus particulier. C'est une photo bien dégueulasse, je vous l'accorde. C'est une photo de ma terrasse avec les meubles bâchés parce que nous sommes en hiver, il fait bien gris. Voilà, c'est une photo qui donne bien froid, qui est mal cadrée, tout ce qu'on veut. Je l'ai surtout prise parce qu'on a vraiment des hautes lumières et des ombres, donc on a vraiment les deux et on va pouvoir voir vraiment l'effet du dynamic range. Donc. Voilà donc la première photo en DR100. Si je sélectionne la photo en DR200 que voici, on a pu déjà apercevoir la différence. On peut les comparer et donc on peut voir ici qu'on a récupéré un petit peu, je dis bien un petit peu, de détails parce qu'on passe de 100 à 200, la différence n'est pas énorme. On a récupéré un petit peu de détails, en tout cas de couleurs dans le ciel qui était fort blanc dans le DR100 et il se retrouve bleu-gris, ce qui ne faisait pas beau comme je vous le dis. Juste ici, si d'ailleurs on zoome dessus, on va pouvoir aussi s'apercevoir qu'on a gagné du détail dans les branches, donc en gros dans les hautes lumières, et donc le DR200 a quand même fait son effet, donc c'est pas mal du tout. Si on va voir dans les ombres par exemple, et bien là c'est assez criant de vérité. Bon, évidemment le zoom n'est pas exactement le même, mais si on va voir dans les ombres, on peut remarquer quand même que ça a été légèrement éclairci. Alors, en tout cas ça se voit bien sur l'écran, j'espère que ça se voit sur YouTube, mais par contre on a gagné du grain, on a pris beaucoup de grain. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais expliqué, dans les basses lumières, la seule manière qu'a le boîtier, quand on passe en DR200, en DR400, de déboucher les ombres, c'est monter en ISO de façon électronique. Et donc, ça provoque du bruit. Voilà, mais c'est clair qu'on a une petite différence entre les deux. Si je vais chercher mon DR400, là c'est encore plus criant, hein, vous l'avez vu directement entre le 200 et le 400. Donc là, on est toujours à gauche sur le 100 et le 400 maintenant ici à droite. Et là, notre ciel, il est bien bleu, ça c'est sûr, alors qu'il est toujours bien blanc et presque brûlé sur le DR100. Donc on a été récupérer le ciel comme il était réellement sur le DR400. Donc là-dessus, ça a fait également son boulot. Et pour ce qui est des ombres, voilà, on a encore gagné un peu de bruit, malheureusement. Il y en avait moins sur la photo d'origine. Maintenant, ça reste du JPEG, donc il lisse un petit peu. Mais voilà, donc là, vous allez pu voir que le dynamic range qui va aller chercher, là on voit vraiment la différence, c'est vraiment dans les hautes lumières, il va aller chercher du détail et des couleurs, et il va aller déboucher légèrement les ombres. Voilà ce que fait le dynamic range, c'est tout. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même sur votre logiciel en baissant les hautes lumières, en travaillant sur les ombres, en
baissant l'intensité des ombres, en éclaircissant les ombres, pardon. Donc on peut retrouver le même résultat, même un résultat qui vous plaira plus ou plus proche de la réalité parce que vous allez le faire manuellement. Donc je ne vois pas bien l'intérêt de le faire si on travaille en RAW. Là c'est en JPEG, imaginons, je vais prendre une photo rapidement, je veux essayer de garder un maximum de détails, j'ai pas le temps, ok, pourquoi pas, mais alors faites-le directement en 400, faites un raccourci sur votre boîtier, sur le 400, parce que le 200 apporte très peu de différence, et passez de 100 à 400 par exemple. Ou alors, pourquoi pas, faites un bracketing, parce que l'appareil le propose et le permet, faites un bracketing de plage dynamique, ça aussi c'est possible à faire. L'appareil va prendre les 3 photos, 100, 200, 400, puis vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Si vous voulez vraiment shooter en JPEG et pas vous prendre la tête, alors pour moi c'est peut-être la meilleure des solutions. Ici en rouge, je vais d'ailleurs la mettre en photo de référence. Ici en rouge, on a la même, toujours en DR100. Mais en RAW, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, RF. Donc ça, c'est du RAW. Et vous allez voir là, par contre, que le résultat, on va plus voir tant de différence que ça avec les autres photos. Donc là, je vais directement switcher sur la 200. Magie, il ne se passe absolument pratiquement rien. Et sur la 400, rebelote, on a 3 fois pratiquement la même photo. Si je compare les deux, les voici. Donc là, ici à gauche, ma référence, c'est le DR100 en RAW. Et ici, c'est le DR400 en RAW. Et là, en fait, en gros, on remarque que Lightroom ne sait pas du tout quoi faire. Donc en gros, on nous retape le même RAW. J'ai même lu certaines, c'était peut-être dans d'autres versions de Lightroom, on avait une photo encore plus sombre quand on activait le Dynamic Range sur le RAW, parce que Lightroom ne comprenait pas. Peut-être qu'avec les mises à jour, ça s'est légèrement corrigé, mais maintenant, en fait, en gros, il n'applique plus rien pratiquement. Ou alors, c'est des détails vraiment infimes. Donc en gros, Lightroom ne sait pas quoi faire de cette photo et donc elle n'est pas exploitable, c'est tout, point. Alors ça fonctionne peut-être, et dites-le moi en commentaire, ça fonctionne peut-être avec Capture One ou avec d'autres logiciels de retouche, ce serait intéressant de le savoir, mais en tout cas, là, ici, chez Adobe, ils ne savent pas du tout quoi faire de ça. Pourquoi? Parce que simplement, eux, ils interprètent les métadonnées ici en haut. Donc en gros, il va afficher le logiciel comme d'après les métadonnées qui sont dans le fichier ici en haut, et puis il y a d'autres métadonnées bien entendu. Et en gros, bah, là, l'une ou l'autre ont les mêmes métadonnées. Donc pour Lightroom, c'est la même photo. Et donc, on ne sait pas en faire grand-chose. Que j'ai shooté en DR100, 200 ou 400, en RAW, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf que j'ai peut-être, en DR400, j'ai certainement visé un peu plus ma batterie, j'ai travaillé un peu plus sur mon processeur, ce qui fait que ma mise au point était peut-être un peu moins bonne. Donc en fait, j'ai rien gagné à shooter en RAW. En tout cas, si je travaille avec Adobe, c'est très important. Donc n'oubliez pas de me dire si avec Capture One, par exemple, ça fonctionne mieux. J'ai entendu dire que oui, mais bon, je ne l'ai pas vérifié. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, Karim, ok, le JPEG ça fonctionne, mais je ne sais pas très bien quoi en faire après en retouche, donc j'ai intérêt à ce que mon JPEG soit bon de base. En RAW ça ne fonctionne pas, donc ça ne sert à rien de shooter. Ou alors je shoot en RAW et après je transforme mes fichiers via Iridian, qui est un logiciel qui permet en fait de transformer les RAW Fuji en DNG, qui est le format Adobe en fait. Et ça, vous pouvez le voir d'ailleurs, ça fait partie de mon workflow. J'utilise Iridian quand je fais des RAW. Ça permet aussi de garder du détail, puisque comme on le sait, Lightroom masque un peu de détail des RAW Fuji. Donc ça permet de regagner du détail et de pêche dans mes RAW. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ici en haut ou là, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Vous pouvez cliquer pour aller voir ma vidéo sur mon workflow et comment je traite en tout cas le parcours de mes photos jusqu'à la remise du client, et donc je passe parfois par Iridian. Et donc je suis passé par ce fameux logiciel Iridian. Voici son petit logo qui est là, qui est magnifique. Et je me suis dit, ben voilà, Iridian va l'interpréter, puis il va l'envoyer en DNG à Lightroom, et là Lightroom va comprendre effectivement ce qu'il doit faire de ce logiciel. Et donc, le vert ici, ce sont, et je vais le mettre en photo de référence, voilà. Ça, c'est le DNG traité par Iridian, donc le RAW qui est passé par Iridian. Et on peut voir, si je repasse vite sur le RAW machin, que, en fait, Iridian, déjà, a été recherché, donc là on est en DR100, hein. Iridian a été recherché un peu plus de détails, on a une photo qui est un petit peu plus claire, en passant par Iridian, que le RAW de base, donc on a une photo qui est un peu plus exposée, voilà. Et est-ce que Iridian va encore apporter quelque chose sur le DR200 et le DR400? Eh bien, on peut voir que non. Il l'a interprété une fois, de la même manière, pour moi, parce que Iridian a encore pris les métadonnées et puis les a exportées en faisant ce qu'il fait bien, c'est en rajoutant du détail, en évitant d'avoir un peu une purée
dans les branches, par exemple, des choses comme ça qui peuvent arriver sur les RAW Fuji sur le Lightroom. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais par contre, même Iridian n'a pas pu comprendre ou interpréter les différentes clashs dynamiques. Voilà. Donc, en gros, je ne vois l'utilité de ça qu'en JPEG. Donc, si vous shootez en JPEG dans des conditions de lumière un peu difficiles ou contrastées, avec beaucoup d'ombre et beaucoup de haute lumière, pourquoi pas, mais alors passez directement en 400 ou faites un bracketing. Voilà, et là, si vous n'avez pas envie de passer 4 ans sur la retouche, pourquoi pas. Maintenant, voilà, si je prends ici mon DR100 en RAW, il n'y a pas de secret, hein, si je descends mes hautes lumières, je vais aller récupérer ici, on le voit directement. Je le fais vraiment très fort, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Je vais aller récupérer ce qui me manquait ici dans le ciel. Et puis après, si je débouche mes ombres, je vais aller récupérer ce qui se passe là-bas. Et limite c'est peut-être mieux. Bon, là, je l'ai fait vraiment de façon très grossière, hein, mais c'est peut-être mieux que ce que me proposait le Dynamic Range, mais mon JPEG. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de ce mode. Mon but ici, c'était de vous expliquer ce que c'était, ce que Fujifilm a voulu faire, mais je pense qu'il veut surtout aider les gens qui shootent en JPEG et qui ne veulent absolument pas se prendre la tête avec des retouches sur RAW, parce qu'en RAW, il n'y a vraiment pas d'utilité, selon moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Je ne prétends pas avoir fait une vidéo exhaustive sur le sujet, évidemment pas. Mais si vous avez pu au moins comprendre le mécanisme et savoir ce qui se passe quand on quitte le DR100 pour prendre le DR200 ou 400 ou le DR Auto, c'est déjà très bien. Et puis c'est à vous après de faire vos propres expériences. Je pense que sur le JPEG, ça peut être intéressant, en tout cas le DR400. Pour le RAW et surtout sur la photo de portrait, je vois vraiment pas bien l'intérêt. Ça, je reste arrêté sur ma position. Si vous aimez ces vidéos, si vous voulez en voir plus et celles qui vont suivre, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne et à me soutenir. Merci beaucoup. D'activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu des nouvelles vidéos en temps réel et vous serez les premiers à pouvoir les visionner. N'hésitez pas évidemment à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des sujets de vidéos, des choses que vous aimeriez que je traite, que je vous explique ou qu'on parle ensemble, pas de souci. Mettez-le également en commentaire. N'hésitez pas évidemment encore à aller voir mon compte Instagram. Le lien est en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains sujets photo et Fujifilm. Salut!